On aborde la dernière partie de la journée, de l'après-midi, de la journée. On revient un petit peu vers les troubles d'apprentissage en soi, mais également on va parler de neuroplasticité. Donc je voudrais vous montrer les résultats d'une étude qu'on a faite depuis, qui s'est terminée il y a à peine un mois, sur les relations entre l'audition et la vision chez les dyslexiques. Alors c'est moi qui la présente, mais je m'empresse de dire que je ne suis pas seul à avoir travaillé sur ce projet. Je vais commencer par la fin. Je vais vous donner le message que je voudrais vous laisser passer. Donc si vous voulez, cette étude qui fait suite à un projet clinique, enfin une démarche clinique que je vais essayer de vous démontrer pour voir comment on en est arrivé là, nous montre trois choses. D'abord que le son, mais aussi d'autres stimulations comme la proprioception, et ça dès lors qu'on a perturbé la vision binoculaire chez les dyslexiques, chez les enfants dyslexiques, et vous savez que les enfants dyslexiques ont quasiment tous une perturbation de la vision binoculaire, eh bien le son ou d'autres stimulations provoquent des pertes visuelles, c'est-à-dire que l'enfant voit des éléments de sa vision qui disparaissent, et ce d'une manière transitoire, c'est-à-dire schématiquement, pendant le moment où le son apparaît. Et cette apparition, elle est complètement aléatoire, c'est-à-dire qu'elle a des caractères, ce qu'on appelle stochastiques en statistique, c'est-à-dire que ça survient d'une manière complètement imprévisible. Ça, c'est le premier élément. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, de tout à fait nouveau et qui remet la perception au centre des problèmes du dyslexique. Et vous avez bien compris que la perception, grâce à la plasticité, c'est la porte ouverte vers une cognition différente, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a appelé des pseudoscotomes, les scotomes, ce sont des pertes visuelles, là, ce sont des pseudoscotomes, puisque ça ne correspond pas à une lésion, c'est vraiment quelque chose de perceptif. Ces pseudoscotomes, si vous voulez, sont beaucoup, beaucoup plus fréquents chez les dyslexiques. C'est-à-dire qu'en fait, ils existent aussi chez le sujet normolecteur, ce qui pose tout de suite la question de la spécificité de la dyslexie. Et alors, surtout, on a pu mettre en évidence que certaines stimulations qui sont connues pour modifier le système postural, la proprioception, sont capables de supprimer ces interférences entre la vision et l'audition. En clair, le message, c'est lorsqu'on stimule un enfant dyslexique avec une information sensorielle, et notamment auditive, mais pas seulement, on obtient des perturbations de la vision, et on peut mettre en évidence immédiatement la disparition de ces interférences si on modifie des capteurs qui agissent sur la posture et la proprioception. Donc on considère que ce travail, c'est une porte ouverte vers beaucoup d'autres expériences, beaucoup d'autres protocoles, mais surtout, si vous voulez, c'est une façon de voir complètement différemment la dyslexie et surtout de faire le lien entre le fameux syndrome de déficience posturale et les troubles dyslexiques. Alors, je vais repartir depuis le début, je vous l'ai dit, pour essayer de faire le chemin qui nous a amené à trouver ces relations perturbées entre audition et vision. Et j'ai mis quelques films de façon, je sais que vous êtes fatigués, donc de façon à ce que ça soit un peu plus light. Hein, voilà. Alors, je vais d'abord vous donner une définition de la dyslexie. La dyslexie, il y a une nouvelle définition qui est imbuvable, hein, du DSM-5, très compliqué. Il faut qu'il y ait 6 mois de rééducation, etc. Alors, on prend, nous, systématiquement, oui, je te vois regarder Jean, c'est elle qui a fait le cours sur la définition de la dyslexie. On prend systématiquement la définition qui est prise dans toutes les revues internationales qui traitent de la dyslexie. En fait, si vous voulez, c'est très simple. C'est un enfant qui n'a pas de problème, ni visuel, ni auditif, ni social, ni pédagogique, et pourtant, malgré tout ça, il n'arrive pas à apprendre à lire. Voilà, en gros, c'est ça. Donc c'est très simple, sans partir dans des définitions compliquées. Un enfant qui n'a rien, aucun problème, et pourtant, il n'arrive pas à lire. Qu'est-ce que c'est que la dyslexie en pratique? Eh bien, vous voyez, suivant les endroits, c'est-à-dire suivant la langue, on estime qu'il y a entre 5 et jusqu'à 20% d'enfants dyslexiques, par exemple dans les pays anglo-saxons. Donc ça correspond en gros, schématiquement, à au moins 2 à 3 enfants par classe. Donc c'est une pathologie qui est extrêmement répandue, c'est probablement d'ailleurs la plus répandue dans le monde. C'est la dysfonction la plus répandue dans le monde, bien au-delà du glaucome, la tuberculose, etc. Ça coûte très cher.
Ça coûte très cher, non pas parce que les rééducateurs sont bien payés, mais parce que justement il y a beaucoup de patients et que la rééducation est très longue. Et on estime, il y a une étude qui a été faite aux Pays-Bas, qui ont à peu près le même système de prise en charge que nous et de diagnostic. On estime qu'en France, le coût de la dyslexie, c'est 22 milliards par an. Vous voyez, c'est quelque chose d'énorme. C'est une pathologie qui n'est pas du tout bénigne. Alors évidemment, il y a toutes les formes, mais ça aboutit dans de nombreux cas à une phobie scolaire, à un désengagement de l'enfant sur l'envie d'apprendre, et on estime aujourd'hui que c'est la première cause de suicide de l'adolescent, du moins une des premières. Donc c'est quelque chose de tout à fait sérieux, et quand on travaille dans ce domaine, on en est tout à fait conscient. Une étude, si vous voulez, qui a été faite en Angleterre, a montré que chez des jeunes de moins de 30 ans, qui avaient bénéficié d'un séjour en prison pour des bêtises, eh bien, le taux de dyslexie était de 65%. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes intelligent et que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez dans la société, il y a aussi des voies que vous pouvez emprunter et qui ne sont pas glorieuses. Mais c'est comme ça. Du point de vue clinique, on décrit 3 types de dyslexie à partir des symptômes. Dyslexie phonologique, dyslexie de surface ou quelquefois appelée visuelle, et les dyslexies mixtes. En gros, la dyslexie phonologique, c'est quand l'enfant a du mal à utiliser les informations auditives. Visuelles, les informations visuelles, et la plupart des dyslexies associent les deux anomalies, sont évidemment plus graves, et on parle de dyslexie mixte. On y reviendra. Qu'est-ce que c'est que la dyslexie ? Et aujourd'hui, la réponse est très simple, on n'en sait rien. Il y a 2 voies de conception de la dyslexie. Il y a une voie qui est dominante actuellement, qui considère que la dyslexie est un trouble spécifique de la parole. Ça débouche sur ce qu'on appelle la théorie phonologique, c'est-à-dire que les enfants dyslexiques auraient du mal à se faire une représentation des sons qu'ils entendent. À partir de là, évidemment, la lecture étant le lien entre un son et une image, un graphème et un phonème, plutôt l'inverse, évidemment, ça pose des problèmes. C'est la théorie dominante, et on le verra, mais il existe aussi d'autres façons de penser qui sont moins répandues en France, mais qui existent et qui reposent sur un certain nombre de données scientifiques. On considère que la dyslexie, d'abord, il y a des dyslexiques, et que ça correspond à un syndrome avec des manifestations sensorielles, mais aussi motrices. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une difficulté de la lecture, c'est une difficulté beaucoup plus globale, la difficulté de lecture étant un des aspects de l'ensemble des difficultés. Et là, on a schématiquement 3 grandes théories plus une. La première, qui a été mise en évidence par une Américaine, qui s'appelle Talal, c'est celle du traitement auditif. En gros, Talal est parti de l'hypothèse, à partir d'enregistrements de sons chez des dyslexiques, que les dyslexiques avaient des difficultés pour traiter les informations auditives brèves et aussi les transitions. Donc ça débouche sur un traitement qui consiste à ralentir la voix et à apprendre avec une voix ralentie. Très peu utilisé en France, très utilisé aux États-Unis. La théorie cérébelleuse a été mise au point par Nicholson, qui est un neuropsychologue anglais, qui est venu nous faire une conférence ici il y a quelques années. Nicholson dit, voilà, le dyslexique n'a aucun problème de lecture. Il a très très bien compris l'association entre les phonèmes et les graphèmes. Il a un problème d'automatisation. M. Dufaux nous en a parlé ce matin. L'automatisation, c'est un phénomène extrêmement important puisqu'on ne peut avancer d'une manière cognitive qu'à partir du moment où on a automatisé un certain nombre de fonctions. On n'est pas obligé de repenser, de refaire les raisonnements à chaque fois. Donc c'est exactement comme ce qui se passe en motricité. Or, on sait qu'en motricité, l'automatisation, un DCH de l'automatisation, est au niveau du cervelet. Et on sait aussi que chez les enfants opérés de tumeurs du vermis, du cervelet, eh bien, on a des symptômes qui sont très analogues à la lecture. C'est le syndrome de Schmamann. Et puis, il y a la théorie magnocellulaire, encore un anglais, Stein. Stein dit, voilà, dans le cerveau, et c'est basé sur des études cliniques, si vous voulez, mais aussi d'autopsie, un certain nombre de cellules sensorielles, qui sont des grosses cellules, donc des magnocellules, ne fonctionnent pas comme les autres. Ces cellules traitent au niveau de l'œil tout ce qui est vision du contraste, perception du mouvement. Et au niveau de l'oreille, elles traitent les sons brefs, et puis tout ce qui est son assez grossier, on va dire, c'est-à-dire pas sans finesse. Et puis, il y a la théorie proprioceptive, c'est sur laquelle on travaille. Qu'est-ce qu'elle dit, la théorie proprioceptive? Elle dit, ben voilà, la dyslexie n'est qu'un symptôme,
au milieu d'autres symptômes, puisqu'on en a aujourd'hui isolé au moins 50, 55. C'est simplement un symptôme qui est lié à un trouble proprioceptif. La proprioception, si vous voulez, ne permettant pas à l'enfant d'apprendre à lire, mais lui donnant également d'autres symptômes. Alors, tout de suite, je ne sais pas si Harry est dans la salle, mais on met une parenthèse sur le mot proprioception. On n'a pas d'autres mots à utiliser, mais quand on parle de proprioception, on parle de sensorimotricité. C'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on connaît du cerveau du dyslexique? Alors, j'avais envie d'enlever cette diapo depuis ce matin. Alors, évidemment, ça m'a fait beaucoup plaisir d'entendre ce que j'ai entendu ce matin, parce que partout, vous allez dire que chez le dyslexique, c'est cette zone-là qui ne fonctionne pas bien. C'est vrai qu'en IRM fonctionnel, c'est ce qui se passe. On s'aperçoit que cette zone n'est pas comme les autres. On a deux problèmes. Le premier problème, on l'a mis en évidence ici, par un mémoire qu'on a fait faire à un étudiant du DU en 2011. Mémoire qui a montré qu'en fait, si on faisait une méta-analyse de tout ce qui avait été publié sur le cerveau du dyslexique en IRM fonctionnel, il n'y avait quasiment aucune zone du cerveau qui échappait à un aspect particulier. Donc on a toujours pris cette hypothèse avec beaucoup de recul. Mais il y a deux choses qui sont très importantes, deux publications très importantes qui sont sorties. Une est sortie il y a 2 ans. Elles proviennent d'une équipe qui est norvégienne, c'est la Bergen Study. Eux, ils sont partis de l'idée qu'en Norvège, les enfants apprennent à lire beaucoup plus tard. Ils apprennent à lire vers 8, 9, 10 ans. Et que donc, on pouvait avoir un accès en IRM fonctionnel. Vous savez que l'IRM fonctionnel, c'est pénible pour le patient, hein, ce n'est pas quelque chose de simple. On pouvait faire des IRM fonctionnels, ou aussi des IRM tout simplement, sans étudier la fonction, chez des enfants avant l'apprentissage de la lecture. Et donc, ils ont publié une première étude il y a 2 ans qui a montré, et c'est très intéressant pour ce qui suit, qu'en fait, les 2 zones qui étaient pathologiques, qui étaient différentes chez le dyslexique par rapport au non-dyslexique, c'était situé au niveau du lobe occipital, disons le lobe visuel primaire, et au niveau du lobe auditif primaire. S'y ajoutaient des zones qui interviennent dans ce qu'on appelle l'exécution, la décision. Mais en aucun cas, il n'y avait de différence dans toutes les zones du cortex qui sont liées à la lecture, une fois qu'on a appris à lire. Et qu'en fait, ces zones devenaient différentes uniquement après l'apprentissage de la lecture. Et là, on parle de cortex. Et on a vu ce matin comment on doit relativiser le cortex et la localisation. Une deuxième étude vient de sortir en septembre, qui, elle, un peu la suite de ce qu'a montré M. Dufaux, s'est intéressée à la connexion entre les différentes aires. C'est-à-dire qu'ils ont étudié ce qui se passait chez les dyslexiques aussi avant, au moment de l'apprentissage et après, sur la connexion, au niveau des connexions dans les zones qui étaient globalement impliquées dans la lecture. Et ils se sont aperçus qu'en fait, dans les premières 2 phases d'apprentissage de la lecture, telles qu'elles ont été décrites, eh bien, on trouvait des anomalies au niveau des connexions entre la zone occipito-temporale, auditivo-visuelle, on va dire, et l'aire de Broca. Alors, je ne sais pas s'ils ont isolé l'aire de Broca avant chez chacun des patients, mais donc avec une zone motrice. Et il y avait également des anomalies entre cette zone et les aires motrices primaires. Donc, vous voyez, on sort avec cette étude de la notion pure de zone de lecture, pour rentrer aussi dans la motricité. Et ils ont montré aussi que lorsque les enfants avaient appris à lire, chez les dyslexiques, ces zones redevenaient normales. C'est-à-dire tout se passait comme s'il y avait un retard de maturation, mais ensuite, elles devenaient normales, alors que le déficit en lecture clinique persistait. Alors, qu'est-ce qu'on sait de l'audition? On a vu le cerveau, qu'est-ce qu'on sait de l'audition? On dit toujours un dyslexique a une audition normale et une vision normale. Alors c'est évidemment caricatural. Un certain nombre d'études ont été faites sur l'audition du dyslexique. On l'a dit, Talal a trouvé des anomalies, des particularités sur l'utilisation des sons rapides et des transitions. Elle n'est pas la seule. Vous voyez que ce sont des études qui ont été reproduites par d'autres, qui ont montré la même chose. Il a été montré aussi que les enfants dyslexiques avaient des caractéristiques auditives, ce qu'on étudie, si vous voulez, au niveau de la partie auditive du cerveau, le fonctionnement, proche de ce qu'on appelle les TAC, les troubles auditifs centraux. D'accord? C'est-à-dire,
proche d'un cerveau qui n'avait pas une possibilité normale au départ d'entendre. Et puis, ils ont montré aussi que les enfants dyslexiques avaient des problèmes dès lors qu'il y a d'autres bruits, mais aussi des stimulations visuelles. C'est-à-dire que ce pouvoir de discrimination que l'on a lorsqu'on écoute quelqu'un, chez eux, est anormalement perturbé dès qu'il y a du bruit ou dès qu'il y a une autre stimulation. Alors c'est une étude très intéressante, mais en fait, il suffisait d'écouter les enfants dyslexiques. Ils vous disent tous qu'en classe, dès qu'il y a du bruit, ils sont incapables de travailler, ils ne comprennent plus rien. C'est-à-dire que le bruit, même si c'est une mouche qui passe, les perturbe énormément. Certains vous disent aussi que lorsqu'ils écoutent une certaine musique, ils sont beaucoup mieux. Donc si vous voulez, il y a un problème de discrimination, probablement, mais qui est probablement à intégrer dans l'ensemble des informations sensorielles, qu'elles soient auditives ou bien visuelles. Maintenant, si on regarde la vision des dyslexiques, au niveau sensoriel, c'est-à-dire acuité visuelle, il est certain qu'ils n'ont pas plus de problèmes que les autres. Par contre, je vous l'ai dit, Stein et d'autres ont repris les études, ont montré que le système agnocellulaire ne fonctionnait pas bien, c'est-à-dire qu'ils avaient une perception du mouvement et de la vision des contrastes qui était perturbée. Donc par exemple, on leur met un petit test avec, sur un fond qui est à peine contrasté, un petit trait qui se balade comme ça. Ils sont incapables de reconnaître la direction et de voir le trait, à partir du moment où il bouge et à partir du moment où il n'y a pas de contraste. On a montré aussi, et Carrie Michel, qui je crois est dans la salle, a participé à ces études, on a montré que les enfants dyslexiques ont des problèmes d'attention visuelle, avec les tests de bissectrice, etc. C'est-à-dire que si vous voulez, ils n'arrivent pas à gérer l'espace visuel qui est autour d'eux d'une manière tout à fait normale. Voilà. Donc, globalement, ils n'ont pas de problème visuel et auditif, mais si on creuse un peu, on trouve des choses. Au niveau de l'œil, il y a autre chose que l'acuité visuelle, il y a la motricité. Et là, au niveau de la motricité, vous savez que beaucoup de dyslexiques font la rééducation orthoptique, parce que les orthoptistes trouvent d'abord qu'ils ont des saccades inadaptées, ils ont des fixations inadaptées, ça a été enregistré très soigneusement, et ça c'est certain. Il y a un côté erratique, si vous voulez, dans les mouvements oculaires. On trouve également qu'ils ont quasiment toujours une insuffisance de convergence, et ce qu'on appelle une exophorie, c'est-à-dire une tendance à avoir, dès qu'on pénalise un œil, à avoir l'œil qui part en dehors. Donc vous voyez une motricité qui n'est pas tout à fait comme on veut. Et puis on a travaillé, et là je souligne, je ne sais pas où il est, mais c'est Éric Matron qui est dans la salle quelque part. Voilà, Éric est là. Grâce à Éric, sur ce qu'il a appelé les hétérophories verticales, c'est-à-dire c'est le fait qu'un œil va monter derrière un cache, c'est-à-dire quand on supprime ou quand on altère l'acuité visuelle d'un œil, on altère la vision binoculaire. À ce moment-là, l'œil prend une position un peu particulière, en verticalité. Et surtout, ce qu'il a montré, ce qui est tout à fait banal, mais ce qu'il a montré, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle une labilité. C'est-à-dire que lorsqu'on modifiait les capteurs qui interviennent dans la posture, eh bien, on avait un résultat différent. Par exemple, il y avait un œil qui montait, le patient se met debout, il utilise ses pieds, hop, l'œil descend. Donc, ça a été la première interpellation, si vous voulez, qu'on a eue par rapport à l'audition, à la vision, vous allez le voir. Et puis, on a travaillé l'année dernière et publié le fait que, en réalité, ces hétérophories verticales labiles sont toujours présentes chez les dyslexiques, à un degré plus ou moins important, peuvent être compensées, et qu'elles correspondent tout à fait à avec les réflexes posturaux. Donc déjà, on a un premier lien, si vous voulez, entre la régulation de la posture, qu'il ne faut surtout pas prendre en tant que posture, en tant que statique, si vous voulez, morphostatique, mais surtout comme un exemple d'une régulation multisensorielle. Voilà, qui est tout à fait caricatural. Alors, on n'est pas les seuls à travailler là-dessus. Vous voyez, ce qu'on sait aujourd'hui des rapports entre la dyslexie et la proprioception, c'est que les dyslexiques ont des troubles posturaux. Alors, comme toujours en science, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des descriptions variées, mais ce qu'on sait, c'est que la posture des dyslexiques est particulière. Elle a été étudiée d'une manière, sans fixer, en fixant, en mettant une double tâche, etc. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de monde qui a bossé là-dessus. Il y a déjà pas mal de littérature. Nous avons montré ici au labo que lorsqu'on modifiait la proprioception des dyslexiques par rapport à les sujets normaux lecteurs, et on l'a fait sur un groupe très important, puisqu'il y avait 120 enfants, eh bien l'intégration
le fait de modifier les informations proprioceptives, l'intégration était différente chez les dyslexiques par rapport aux normolecteurs. C'est-à-dire que lorsqu'on regardait ce qui se passait sur une plateforme de posture, lorsqu'on modifiait la perception du dyslexique, on avait une différence tout à fait caricaturale entre le dyslexique et le normolecteur. Donc, se dire que les dyslexiques intègrent mal la proprioception, aujourd'hui, a priori, c'est quelque chose qui est clair. De la même façon qu'il est évident qu'ils intègrent mal les autres informations. Et puis, je l'ai dit, on a travaillé sur l'hétérophorie verticale, et on a mesuré cette hétérophorie verticale, c'est-à-dire le fait que l'œil monte ou descend, et on a pu montrer, une étude qui doit être reproduite, qu'en fait, c'était souvent un trouble de l'information qui provenait du muscle. C'est-à-dire que le sujet n'avait pas l'œil plus haut ou plus bas. Exemple, il est debout, il a un œil qui paraît plus haut, il se met assis, il paraît plus bas, mais c'est l'information qui change. C'est-à-dire que l'œil ne bougeait pas dans plus de 90% des cas. Donc vous voyez, on avançait tout doucement, et une étude qui a été présentée ici aussi en 2012 nous a permis de montrer que ce test qu'on appelle le Maddox postural, le Maddox, si vous voulez, c'est ce test que vous allez voir avec un petit film, où on gêne la vision d'un œil avec un écran rouge. Eh bien, ce test, si vous voulez, était une des clés pour savoir si, lorsqu'on faisait le traitement, l'enfant dyslexique allait s'améliorer ou pas. Donc vous voyez, on a pris des enfants et on a montré que lorsqu'on améliorait ce test, l'ensemble du groupe, avec un recul de 3 mois, donc ce n'est pas beaucoup de traitement, évoluait en gros, rattrapait 3 mois de lecture. Ce qui ne paraît pas beaucoup, mais en général, ils perdent 1 mois de lecture par mois de vie. Donc déjà, on a arrêté le processus. Et puis ensuite, on a essayé de comprendre pourquoi il y en avait qui fonctionnaient bien et d'autres pas. Et on a montré, vous voyez, que lorsqu'on réglait ce fameux test, eh bien, à ce moment-là, on avait une progression assez importante. Mais par contre, lorsqu'on n'arrivait pas à le régler, eh bien, en fait, ils continuaient à pénaliser leur lecture comme s'ils n'avaient pas de traitement, quasiment. Donc, on a bien compris que c'était l'élément clinique qui allait nous donner, si vous voulez, c'était le but à atteindre dans le traitement. Et évidemment, c'était déjà une première joie. Mais, alors, vous voyez le test, c'est celui-là, pour ceux qui ne connaissent pas. On fait fixer une petite lumière au sujet avec ses 2 yeux. Vous avez un œil qui voit la lumière, vous avez l'autre œil qui voit la lumière en un trait rouge. D'accord? Cet écran ici, je passe sur les détails, transforme la lumière en un trait rouge. C'est-à-dire qu'il voit avec les 2 yeux le même objet, qui est au même endroit, mais sous une forme différente. Et s'il le perçoit comme n'étant pas au même endroit avec un œil, eh bien, il va nous indiquer avec le doigt si l'œil, c'est-à-dire le trait rouge, est plus bas. Le trait rouge, quand il est plus bas, l'œil est plus haut ou dessus. Vous allez voir un petit film. D'accord? Alors, je vous montre quelques scènes. Alors, j'espère que ça va fonctionner aussi. Toujours l'angoisse, mais ça va fonctionner. Voilà, donc quelques scènes de ce test qui est très important pour nous, qui est donc un test visuel. Voilà, vous voyez, on lui met l'écran devant un œil, elle nous signale que le trait est au milieu, il est sur la lumière. On la met debout, on refait exactement le même test, alors on le fait sur les 2 yeux. Vous voyez, là, il est en bas. Et là, il est pareil. C'est-à-dire le fait d'introduire le pied ne change rien. Ensuite, on va modifier l'appui plantaire avec des semelles, qui sont des semelles de mousse, donc qui modifient l'extéroception. Tout à l'heure, vous avez bien compris que la peau et la proprioception donnent les mêmes informations, les muscles donnent les mêmes informations sensorielles. Et vous voyez que c'est modifié. D'accord? Et là, si on mesure, en fait, le plus souvent, l'œil n'a pas bougé. C'est l'information qui a changé. On lui met des semelles. C'est des semelles qui ont été établies spécifiquement pour le patient. Et si les semelles sont bonnes, et s'il n'y a pas de parasitage ailleurs, le sujet vous répond, le trait rouge est sur la lumière. Donc on a réglé, si vous voulez, en modifiant un capteur, on a modifié la manière dont ces 2 yeux s'accordaient, la perception qu'il avait de l'espace d'un œil par rapport à l'autre. On peut aussi modifier la bouche. Alors on a différentes manœuvres. On met la langue au palais. Lorsque vous mettez la langue au palais, vous vous redressez, vous stimulez un réflexe érecteur. Là, évidemment, on a enlevé les semelles. On repart à 0.
On peut utiliser un autre réflexe, on en a 3 si vous voulez à notre disposition, minimum. Là, on vérifie qu'elle est revenue à l'état initial. On lui fait serrer les lèvres, c'est-à-dire qu'on stimule le nerf facial, donc on pénalise le nerf trijumeau qui porte la proprioception oculaire. Et vous voyez qu'on règle le problème, on règle son Maddox. On peut le régler avec les pieds, les semelles, on peut le régler avec la bouche. Et puis, on peut le régler aussi avec des prismes. Donc, je vais passer, ça c'est plus technique. Voilà, donc on était tout à fait content, mais on avait un problème. Vous vous souvenez qu'il y a 3 types de dyslexie, et nous, on avait le sentiment que ça fonctionnait aussi bien si l'enfant avait une dyslexie dite de surface, donc visuelle, on va dire, pour résumer, que phonologique. Donc le problème, c'était de savoir comment on pouvait faire le lien entre les deux. Donc l'idée qui a germé, c'était, dans un premier temps, je vous explique la progression tranquillement, c'était de se dire, est-ce que le son est capable de perturber ce test? Donc tout ce que vous allez voir a été fait avec Alfredo Marino, hein, qui travaille sur la bouche, on travaille beaucoup ensemble, l'orthodontiste italien. Vous voyez un enfant, si vous voulez, on essaie de régler. Alors on cherche avec les prismes, ça m'énerve un peu. Voilà, ça fait 1 minute qu'on est dessus, et je commence à dire à Alfredo, on n'y arrivera pas. Et puis si, finalement on y arrive. Ok ? Et donc là, on va prendre un bruit blanc. Un bruit blanc, c'est un bruit, si vous voulez, vous avez toutes les longueurs d'onde audibles mélangées. On lui met un écouteur. Et notre but, ça va être de voir si le son est capable de perturber cette réalisation spatiale. On met dans les 2 oreilles. Ça ne change rien. Et notre arrière-pensée, et vous allez le voir, c'était de se dire, si ça vient de la proprioception, eh bien on va utiliser, proposé par M. Roll, on va modifier un muscle, mais à distance de l'œil. Et on va voir si ça modifie. Voilà, sur une seule oreille, ça ne bouge pas. On met à gauche, ça ne bouge pas sur un œil. Et là, paf, ça bouge. Donc avec le son, dans l'oreille gauche, on perçoit. Donc on va modifier la proprioception cervicale, qui fonctionne avec la proprioception oculaire. Et si le raisonnement est logique, c'est-à-dire que si c'est vraiment proprioceptif, tout doit rentrer dans l'ordre. Voilà, donc Eureka, on avait trouvé. On arrivait avec le son à modifier le Maddox. Donc c'était sûrement ça. Et donc on a continué à travailler et on a fait ce test à plusieurs patients, jusqu'au jour où un patient a dit, mais avec le bruit, moi je ne vois plus. Alors il dit, attends, tu vois plus quoi? Ben, je ne vois plus. On avait fait un système où on n'avait plus un bruit continu, on avait un bruit discontinu qui faisait bip, bip, bip. Il dit, mais oui, quand le bruit arrive, je ne vois plus. J'ai des morceaux du trait rouge qui disparaissent. Et là, on a dit, Eureka, c'est ça le truc. Donc, je vais vous montrer un petit film. Je vais juste remettre le son. Je vais vous montrer un petit film qui dure 4 minutes. Et après, vous allez comprendre pourquoi on a fait cette manip que je vais vous présenter après. Alors, ici, hop. Voilà, maintenant, on va prier pour que ça marche. Voilà, c'est toujours avec Alfredo, puisque très très souvent, vous le verrez, c'est la bouche qui permet de régler le problème. Le matériel est très simple, tout le monde peut faire ça. On a une tablette qui permet de délivrer des sons, donc c'est des sons qui sont répétitifs, d'accord, bip, bip, un écouteur de bonne qualité avec des bons bourrelets pour qu'il y ait une conduction osseuse minimale. Le fameux test qu'on met sur une paire de lunettes, donc avec un œil, il va voir la lumière, avec l'autre œil, il va voir le trait rouge. Et puis on lui met une cible, vous voyez, on met une cible lumineuse ici, et de chaque côté, on met des dessins. Pas des lettres, hein, des dessins, et on va lui demander, si jamais ça disparaît, qu'il nous explique où ça disparaît. Et puis, comme on veut essayer de faire une autre stimulation pour voir si c'est uniquement avec l'audition, on va faire une stimulation aussi avec les vibrateurs. Alors vous allez voir le patient, il est typique déglutition primaire, un bon dyslexique, très vif, très intelligent. Alors
j'espère que le son va marcher. Sinon... Donc je lui explique ce qu'on va faire. Et là, si vous voulez, pendant l'examen, on a vu qu'on pouvait modifier les choses avec la langue au palais. Mais on ne sait pas si c'est à droite ou à gauche parce que l'examen clinique n'était pas clair. Donc vous allez voir, je vais avoir du mal à trouver cette zone réflexe qui permet de stimuler une information qui va supprimer l'interférence entre la vision et l'audition. C'est tout petit, hein, c'est de l'ordre de 3-4 mm² probablement. Donc d'abord, on va regarder l'action du son et des vibrations. Alors maintenant, je vais mettre le trait rouge avec ça. Donc là, tu vois le trait rouge et la lumière. Okay. Je vais te remettre le même bruit. J'entends le bruit là, c'est bon. Alors dis-moi, est-ce que là tu vois des morceaux de trait rouge qui sont ronds ou pas? Oui. Essaye de me dire en regardant les dessins sur le papier vert où ça s'en va. Carré avec la croix à l'intérieur de la flèche qui montre à gauche. Alors, est-ce que c'est toujours au même endroit ou est-ce que ça change? En regardant bien la lumière. Hein, ça change. Voilà, là on introduit une notion de labilité aussi avec le son. Flèche qui monte. D'accord. Donc, suivant les moments, tu vois le trait rouge qui disparaît à certains endroits et d'autres moments il disparaît à d'autres endroits. Oui. C'est ça? Ok. Alors maintenant, tu vas ouvrir ta bouche tranquillement. Et je vais mettre mon doigt là et tu vas me dire si ça disparaît encore ou pas. Donc là, je stimule un réflexe, le réflexe lingopalatin, qui est lié au contact de quelque chose entre la muqueuse derrière les incisives, là où c'est un peu râpeux, et puis mon doigt. Mais ça pourrait être sa langue, ça pourrait être une totosse, ça pourrait être ce qu'on veut. Donc là, il voit toujours quelque chose qui disparaît. Donc tu vas venir mettre ta langue juste à cet endroit-là et tu pousses. Hein, tu pousses tranquillement. Est-ce que ça disparaît encore? Tu mets bien ta langue juste en face d'ici là. Est-ce que ça disparaît encore? Tu ouvres le bec. Et ici, est-ce que ça disparaît encore ou pas? Ici aussi? Voilà, donc j'explore, si vous voulez, toute la muqueuse. Là, tu vois tout. Et si j'enlève mon doigt, ça disparaît. Oui. Donc, tu vas aller mettre ta langue là où je viens mettre mon doigt. Est-ce que ça disparaît encore? C'est bon? Oui. Tu enlèves la langue. Ça redisparaît ou pas? Oui. Vers la flèche et le ciseau. D'accord. Tu ouvres le bec. Moi, je mets mon doigt ici, ça disparaît encore ou pas? Tu vois tout? Oui. Et si j'enlève mon doigt? Il y a des parties qui s'enlèvent. D'accord. Bon, c'est très bien. Maintenant, tu vas t'avancer un petit peu. Voilà, donc maintenant je vais essayer une stimulation proprioceptive avec des vibrateurs. Donc je vais modifier l'information, mais à distance. On va enlever le casque sur la tête. Voilà, il n'y a plus de bruit. Tu vois, c'est un petit vibrateur qui fait pas mal. Hein. Alors, je vais faire vibrer des muscles dans ton dos. D'accord? Et tu vas me dire si quand je fais vibrer des muscles, tu vois aussi des morceaux qui s'en vont. D'accord. Ça marche? Ça va. Donc là, on n'avait pas encore dépouillé les résultats et je cherchais le muscle, un muscle un peu particulier. Je sentais hypertone sous mes doigts. Tu vois les petites parties qui s'en vont du trait rouge? Ok. Tu rouvres la bouche. Je mets mon doigt ici. Et là, est-ce que ça s'en va encore? Oui. Et ici? Et ici? Oui. Alors tu vas mettre la langue que tu avais mise tout à l'heure, c'est un petit peu à droite. Et tu me dis si ça fait si les traits rouges s'en vont encore ou pas. Là tu vois tout? Oui. Enlève la langue. Est-ce que de nouveau il y a des petits traits qui s'en vont ou pas? Oui. Remets bien la langue en haut et un petit peu à droite. Ça s'en va encore là ou pas? Non, tu vois tout? Bien, on va quand même voir son dos. Oui, je vois. Voilà, ici,
On a une forte hypertonie. On voit bien ici là où j'ai mis la vibration. Hein. D'accord? C'est bon. Voilà. Alors, si c'est vraiment lié à la proprioception aussi, on va donc faire des tests physiques, ce qu'on appelle le test des rotateurs, qui fait intervenir la proprioception et les réflexes posturaux. Et si c'est bien ça, on doit avoir la même réponse. On parle de concordance à ce moment-là. Donc, on va allonger le gamin et on va tester. Beaucoup de gens ici connaissent ce test-là. Le dernier, laisse les jambes molles, tranquille. On va mettre les bras tranquillement. Voilà. Là, il regarde droit devant lui, donc normalement, il doit avoir la même tenue à droite et à gauche. Et vous voyez que j'ai beaucoup de mal à tourner son pied à gauche. Donc maintenant, tu vas mettre la langue au palais, là où tu as mis la langue tout à l'heure, et que ça faisait réapparaître le trait rouge. Elle y est maintenant, c'est bon? Oui. Donc tu appuies tranquille, et tu continues à regarder le point rouge. Et l'action est sensorielle, elle doit être immédiate. Voilà, immédiatement. Voilà. Une amélioration. Tu vas enlever ta langue du palais, hein, tu laisses comme c'était d'habitude, et tout de suite, ça repart. Tu remets la langue au palais. Voilà, juste. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un enfant très compliant, hein, très sympa. Mais bon, on fait ça tous les jours maintenant. Hein, tous les jours, tous les jours. Et évidemment, le but du traitement, c'est de reproduire. On ne peut pas le laisser vivre avec un doigt là-haut. Donc, on va reproduire ça. Alors, comment on va le reproduire? Ben, si on a un peu de chance, en lui mettant les prismes et les semelles, il va s'ouvrir et il va aller mettre sa langue là où on veut. Pas seulement au palais, mais un peu à droite. Hein. Et si ça ne suffit pas, on va utiliser des petites stimulations qu'on pose au niveau des dents et qui vont attirer la langue exactement là où on veut. Voilà tout le protocole. Alors tout ça, c'est bien beau parce que c'est de la clinique. Alors, comme dit Régine, il faut mettre de la science là-dedans. Donc, si, c'est ce que tu m'as dit. Voilà, pas comme ça, mais c'est bien. On est tout à fait d'accord avec ça. Hein. Donc, on a fait un protocole d'étude avec Anne-Laure Guillemant, qui est quelque part là, qui a beaucoup travaillé, hein, voilà, qui est là-bas, qui a fait quasiment tout le boulot. Alors, qu'est-ce qu'on a proposé au gamin? Donc, c'est très simple. Le gamin avait des écouteurs. On avait un programme informatique qui a été fait par les ingénieurs ici du labo, Yves Ballet et Cyril Sirandre, qui nous ont fait un protocole, un programme, si vous voulez, où le gamin recevait d'une manière aléatoire un son de 500 Hz et 1000 Hz, pendant une durée qui était 250 millisecondes, et avec un temps aléatoire entre le moment où on pressait sur le bouton et le moment où le son apparaissait. Un seul son, hein, un seul son. Bip, point barre. On a fait attention rigoureux sur l'intensité du son qu'on a mesuré, sur l'intensité lumineuse. Et puis ce qu'on a fait, on s'est dit, si ça vient de la vision binoculaire, si c'est le fait d'avoir une vision binoculaire altérée qui intervient, eh bien il faut qu'on fasse le même test, mais avec une bonne vision binoculaire. Donc c'est très simple, le sujet voit une lumière et un trait rouge. Donc on a pris une lumière et le trait rouge, on l'a fait avec un laser. Donc le gamin avait exactement la même image, mais au lieu que ça soit avec le test qui dissociait sa vision binoculaire, il avait la même image, mais en vision binoculaire. Voilà. Le gamin avait une poire à la main, et la consigne c'était, si tu vois quelque chose qui disparaît, tu nous dis, d'abord tu presses sur le bouton, comme ça on mesurait le temps de réaction, et tu nous dis où c'est. Voilà. Et on enregistrait tout ça. Alors, avant évidemment on leur avait fait des tests, on appelle le TIME 3, c'est un test de lecture silencieuse qui teste aussi pas mal l'orthographe. On leur a fait faire des listes de mots réguliers, irréguliers, ce qu'on appelle aussi des logatomes. Monsieur Dufond l'a parlé ce matin, c'est-à-dire des mots qui veulent rien, mais qu'on doit être capable de décoder. Et le fameux test phonologique, suppression de phonèmes, etc. Enfin, tout ça, ce sont des tests qui sont hyper classiques. Les stimulations auditives ont donc été faites avec 500 et 1000 Hz, et vous voyez, elles ont été faites 22 fois pour l'un, 23 fois pour l'autre. Donc c'était extrêmement pénible. Hein. Les gamins étaient, on était obligé de leur donner du jus d'orange entre les deux. Ils étaient extrêmement fatigués, ils avaient déjà eu tous les examens cliniques. Et donc on a fait une altération de la vision binoculaire en mettant l'écran devant l'œil droit, donc c'était l'œil gauche qui fixait, et puis on a mis l'écran devant l'œil gauche, donc c'est l'œil droit qui fixait. On a maintenu la vision binoculaire avec le laser, c'est ce que je vous ai expliqué, et on a mesuré le temps de réaction. Et puis, puisqu'on voulait s'intéresser aussi aux vibrations, on a fait des vibrations sur une site. Deux supérieurs, en paravertébrale, deux au niveau du poignet, qui ont la réputation de ne pas avoir une action posturale
élevé, et 2 au niveau de la cheville, et là c'est l'inverse. On a pris 14 gamins dyslexiques, des bons dyslexiques, et on les a comparés à 10 normolecteurs. Vous voyez le retard de lecture moyen des dyslexiques, c'était entre 30 et 40 mois, on va dire, et les autres étaient plutôt en avance, ou vraiment des normolecteurs. Et puis, comme on est curieux, on s'est dit, alors on a noté sur une feuille Excel, enfin Anne-Laure a noté sur une feuille Excel, où étaient les disparitions. Par exemple, ici, vous avez 3 zéros, et c'est coloré en orange. Ça veut dire que le gamin, lors de la stimulation, poup, il vous dit, un peu plus très rouge en face de ça, ça et ça, les trois dessins. D'accord ? Chaque dessin, c'est 0,4 degrés, en fait. Et puis, quand on est curieux, c'est ce que je voulais vous dire, on s'est dit, on va en même temps lui faire un autre test, c'est pour ça que c'était long. On va lui faire les tests qu'on fait d'habitude avec des sons répétitifs, parce que si on a un seul son, on ne peut pas tester un capteur, évidemment. Et donc, on a testé 3 manipulations au niveau de la bouche. Vous en avez vu 2 tout à l'heure, il y en a encore une 3e. On a testé la proprioception rachidienne, et puis on a testé les pieds aussi. Est-ce que les pieds pouvaient modifier les choses? Voilà les résultats. Alors, vous voyez d'emblée, même si vous n'êtes pas statisticien, et si vous avez des questions sur les statistiques, on a notre statisticien quelque part dans la salle. Je sais pas. Non, il est là, j'espère. Bon, sinon, je tenterai de répondre. Ici, vous voyez, tu es là? Voilà, merci d'être venu. Donc, vous voyez ici, on compare les dyslexiques aux normolecteurs. Et vous voyez tout de suite, la première chose, c'est que chez les normolecteurs, le son provoque aussi des pertes visuelles. C'est-à-dire que ce n'est pas spécifique de la dyslexie. Par contre, si vous comparez ce qui se passe chez le dyslexique et le normolecteur, vous voyez tout de suite qu'en termes de quantité, c'est très différent. Ce premier graphique, c'est un point chaque fois qu'il y a un événement. C'est-à-dire qu'on n'a pas quantifié les événements. Il y a une zone qui disparaît, même si elle est un seul dessin, ou si on a 10, c'est un point. D'accord ? Hop là, je me trompe. Vous voyez aussi que si on laisse le gamin des deux côtés, en vision binoculaire, vous voyez qu'il existe aussi, mais c'est très rare et surtout c'est différent, il existe aussi des pertes visuelles. Donc l'audition chez le sujet normal perturbe la perception visuelle. C'est absolument pas connu. Chez le dyslexique, ça existe, mais c'est beaucoup plus marqué et la différence est nette. Si maintenant on prend le nombre, et non pas un événement, mais le nombre de dessins qui ont disparu, en fait, ça ne change rien. Vous voyez qu'on a globalement le même graphe. Vous voyez aussi que si on pénalise l'œil droit ou l'œil gauche, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est de perturber la vision binoculaire. Ce n'est pas que ce soit un œil qui fixe plus que l'autre. D'accord ? Voilà. Ensuite, on s'est posé la question, parce qu'on s'est dit, bah, c'est super, parce que probablement que tout ce qui se passe à droite, lorsque ça se passe à droite, les disparitions, ça pénalise encore plus la lecture. Pas de bol, c'est pas du tout comme ça. Quelle que soit la fréquence, en fait, on s'aperçoit que, aussi bien chez les normolecteurs que chez les dyslexiques, évidemment toujours avec une intensité différente, la topographie n'est pas spécifique. C'est-à-dire qu'une stimulation va donner une perturbation, mais aussi bien à droite qu'à gauche, et c'est complètement aléatoire. Donc la topographie ne joue pas le rôle. Ensuite, on a comparé le temps de réaction au niveau quand on faisait le Maddox ou quand on faisait le laser. Et vous voyez qu'évidemment, quand on est en vision binoculaire, c'est plus rapide, mais ce n'est pas significatif, la différence entre les deux. Mais schématiquement, les dyslexiques et les normolecteurs réagissent avec à peu près le même temps de réaction. Ensuite, on a regardé ce qui se passait avec les vibrations. Eh bien, les vibrations, même chez le normolecteur, vous donnent des pertes visuelles. Là aussi, c'est donc un phénomène qui altère la multisensorialité, mais d'une manière non spécifique. Simplement, les dyslexiques ont quelque chose de différent, c'est-à-dire que lorsque ça perturbe, c'est beaucoup plus. Mais ce n'est pas quelque chose de spécifique. Voilà. Et si on regarde la localisation, on s'aperçoit que quelle que soit la stimulation, même une stimulation qui n'est pas posturale, a priori, c'est au niveau du poignet, eh bien vous avez aussi des réponses et vous n'avez pas de différence globalement suivant le site. Je dois dire que cliniquement, ce n'est pas ce qu'on ressent, et ça c'est quelque chose qu'on va rechercher, mais bon, c'est comme ça. Après, on a comparé leur vision, la qualité de leur vision, et vous voyez qu'on a retrouvé ce qui est hyper connu partout, c'est-à-dire qu'ils ont une moins bonne convergence. La verticale est bien différente chez les dyslexiques par rapport aux autres. On la qualifie en intensité, on l'a mesurée en dioptrie, ou bien en présence ou pas présence. D'accord ?
Par contre, si on regarde vraiment la convergence, la qualité de la vision du relief ou la puissance, pardon, je vous ai dit la puissance, elle est là, la puissance, il n'y a pas de corrélation. Et ce qu'on a trouvé qui est super intéressant, c'est ce qu'avait déjà décrit Éric Matron. Le point essentiel, quand on a un trouble proprioceptif, c'est pas d'avoir l'œil plus haut, plus bas, ou qu'il soit perçu plus haut, plus bas, c'est cette labilité qu'on a avec la stimulation des différents capteurs. Eh bien, en relation de l'apparition des pseudoscotomes visuels, elle se fait avec la labilité. C'est-à-dire que lorsque le trait rouge bouge beaucoup quand vous modifiez un capteur, c'est là que vous avez le plus de problèmes de perte visuelle. D'accord ? Ensuite, on a essayé de voir si on peut faire une relation. Et là, c'est complètement aléatoire. Alors on s'est dit, bah, qu'est-ce que ça veut dire si c'est aléatoire? Ça n'a pas de sens, quoi. Hein, ça n'a pas de sens. Sauf que la théorie de la perception et de l'action, Thierry il est par là, ou Harris est par là, elle utilise la prédiction. Une bonne perception suppose un phénomène prédictif. Et je pense que c'est ça le problème. C'est-à-dire que la labilité fait que le sujet va avoir déjà plus de pertes visuelles, mais en plus elles sont imprévisibles. Comment voulez-vous que le cerveau puisse prévoir la perception si à chaque fois qu'il y a une stimulation, le gamin pose ses pieds, vous avez une perte visuelle mais elle n'est pas au même niveau. Donc probablement que ce caractère stochastique est un des éléments importants. C'est aussi, on va le voir, un des éléments qui va nous gêner beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on a cherché une corrélation avec tous les résultats des tests de dyslexie. Et il n'existe aucune corrélation. Alors là, c'est pareil, on a été un peu découragé. On s'est dit donc qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Sauf qu'on se trouve face à un mur. Si vous avez d'un côté un phénomène stochastique et de l'autre côté des tests qui sont globalement assez stables, vous ne pouvez jamais établir une relation entre les deux, statistiquement. Donc, il va falloir aller plus loin et ça sera la conclusion. Mais avant, si vous n'êtes pas trop fatigué, je vous donne la dernière partie, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé quand on a stimulé? Vous voyez, quand on a stimulé, avec les réflexes qui font intervenir la bouche, on a 64% de réponse. C'est-à-dire qu'avec la bouche, les orthophonistes savent bien, tous ces gamins qui ont des déglutitions primaires, qui respirent avec la bouche ouverte, qui font les apnées, ce sont ces gamins-là. D'accord ? On a aussi une modification possible avec les semelles, vous voyez, et puis, à peu près dans 20% des cas, on n'a pas trouvé la stimulation. Donc il faut encore travailler. C'est-à-dire que le gamin, on teste tout, et il y a toujours des pertes visuelles. Et évidemment, c'est la porte ouverte à aller plus loin. Dans la discussion, il faut qu'on regarde ce qui se passe chez le sujet sain. Vous avez bien compris que le problème ici, c'est un problème de multisensorialité. Comment ça fonctionne, la multisensorialité? En fait, on n'en sait pas grand-chose. Je vous mets juste des études qui ont été faites, mais on n'a pas grand-chose sur la multisensorialité. Par exemple, si vous dites à un sujet, vous lui montrez une lumière. Vous lui dites, voilà, tu vas presser sur la touche à droite. Vous mettez un son, tu vas presser sur la touche à gauche. Et puis, vous mettez un son, une lumière, de manière aléatoire, et tout d'un coup, vous mettez les deux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va presser sur la lumière, sur le son. Sur la lumière, pardon, sur la lumière, d'accord? C'est-à-dire que si vous voulez, la vision, enfin la perception visuelle domine l'audition. Mais là, on est en termes de présence et non pas de contenu. Vous pouvez aussi proposer à quelqu'un un flash, et puis vous faites deux sons. Il va percevoir deux flashs. L'audition est capable de fractionner une séquence visuelle. Et vous savez que les séquences visuelles, quand on lit, c'est très important. Et ça marche jusqu'à un certain nombre de stimulations. Après, c'est un effet qui s'épuise. Et c'est quand même jusqu'à 4 stimulations. Maintenant, vous voyez, vous faites un petit montage vidéo comme ça, vous mettez deux boules sur un écran qui se rapprochent. Voilà. Et puis au moment où elles se touchent, vous mettez un son. Le sujet va faire quoi? Il va avoir sa perception que les deux boules se sont écartées. Alors on dit oui, parce qu'à la pétanque, on a ça, ce schéma dans la tête, surtout à Marseille, hein, moins ici. Oui, mais ça ne marche pas toujours comme ça. On refait la même chose, et là on modifie la proprioception du poignet. Donc on est vraiment à distance, hein, d'accord? Et sur des muscles peu posturaux, vous avez exactement le même résultat. C'est-à-dire que le cerveau, lorsqu'il a deux informations à traiter, sur deux cibles mobiles,
il va donner une information résiduelle qui est différente. On refait la même chose, on s'amuse, hein, c'est pas les mêmes auteurs, avec une lumière en même temps. Et là, vous voyez, c'est la même chose. C'est-à-dire que la vision elle-même est capable de perturber la vision. Chez le sujet sain, on est toujours chez le sujet sain. Il existe une seule étude au monde qui a étudié le contenu visuel, parce qu'avant c'était des ampoules, enfin des flashs si vous voulez, hein. Ça n'a pas de contenu, c'est oui, non. C'est une étude qui a été faite par un Japonais. Il a pris des patients, il leur a mis un son. Alors l'étude c'était celle-là. Il avait une petite cible ici, vous voyez c'est le symbole nucléaire, donc c'était avant Fukushima, je ne sais pas. Le symbole arrivait ici, et juste après il avait une petite trace comme ça, avec une variation de contraste, d'accord, 200 millisecondes après, avec un petit son. Et on demandait aux gens d'orienter, si vous voulez, le trait, et les sujets se trompent. Donc, c'est la seule étude, si vous voulez, qui existe au monde, hein, qui a été répertoriée, sur l'interférence entre la vision et le son, chez un sujet sain. Est-ce que le son et la vision sont liés? Vous savez qu'on a tous un champ visuel, mais on a tous un champ aussi auditif. Eh bien, si vous modifiez, par des prismes par exemple, vous modifiez le champ visuel, vous le rétrécissez, d'accord? Eh bien, automatiquement, un champ auditif rétréci. D'accord? On va faire attention à un champ visuel plus étroit, on va faire attention à un champ visuel plus étroit, auditif plus étroit. Et on revient à la proprioception, presque, c'est la peau. Vous voyez, on demande à un sujet, on le touche au niveau de l'épaule, et on lui montre un bras en même temps. Mais ce n'est pas son bras, hein. C'est un autre bras, et là, le sujet va avoir une discrimination tactile qui va être meilleure. Donc la vision améliore la discrimination tactile, alors que ce n'est pas son propre bras. D'accord ? Alors chez le dyslexique, qu'est-ce qu'on sait? Ben, on ne sait rien. Il y a des gens qui ont travaillé sur l'effet McGurk. Vous savez, l'effet McGurk, c'est le sujet qui va dire « ga », et puis on le regarde, on voit « pas » sur un film, et on perçoit « ta ». Eh ben, on sait que les dyslexiques ont du mal avec cet effet McGurk. D'accord ? On sait aussi, si vous voulez, et on l'a dit un petit peu tout à l'heure, ils ont beaucoup de mal à identifier les séquences, qu'elles soient visuelles ou auditives. D'accord ? Si on met un son et une image, un trait par exemple en même temps, et on varie la fréquence d'apparition, ils vont avoir du mal à dire ce qui s'est passé. D'accord ? Et puis aussi, on retrouve cette modalité, enfin cette difficulté, avec d'autres modalités audio-tactiles ou visio-tactiles. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la fenêtre temporelle d'intégration audiovisuelle, c'est-à-dire que lorsque vous avez un son et une image qui sont très proches, vous allez percevoir une seule information, d'accord ? Eh bien, eux, si vous voulez, cette fenêtre est plus étroite. Donc, en conclusion de cette manip, si vous voulez, je reprends ce que je vous avais dit au départ, donc si vous avez dormi autre temps, c'est pas grave, hein. Le son et la proprioception, mais on sait maintenant qu'il y a d'autres informations aussi, on a avancé entre-temps. Dès lors que la vision binoculaire est perturbée, et là on voit bien le rôle de l'orthopsie qui peut intervenir, sont capables de créer des pertes visuelles transitoires dont l'apparition est stochastique, c'est-à-dire c'est complètement aléatoire. Donc le cerveau du sujet ne peut pas prévoir les choses, ce qui a priori est un phénomène qui doit perturber sa vision, son attention, enfin je ne sais pas. Les scotomes sont plus importants chez le dyslexique et les interférences disparaissent avec des stimulations que l'on connaît depuis longtemps qui améliorent la localisation spatiale visuelle et les réflexes posturaux. Et en conclusion, qu'est-ce que ça nous fait penser? C'est un peu comme du foot en étant beaucoup plus modeste. Là, c'est très intéressant. Mais si vous réfléchissez à ce que vous venez de voir, ça fait la synthèse de tout ça. C'est absolument cellulaire ou cérébelleuse, simplement ça permet, ces théories-là permettent, si vous voulez, de voir le phénomène sous un angle particulier, et les interférences auditives ou visuelles permettent de faire la synthèse sans aucun problème. Donc ça ouvre une porte thérapeutique. Voilà, j'allais terminer sur les troubles phonologiques. C'est-à-dire aussi, en gros, ça c'est important, on s'intéresse beaucoup à la phonologie, à la cognition. Et je crois que chez les enfants dyslexiques, et je crois que c'est vraiment très important de le souligner, on a complètement neutralisé la perception. C'est-à-dire que la perception n'existe pas. On est parti de l'idée, ils voient clair, ils entendent, donc c'est pas ça. Ah oui, mais la vision, c'est quelque chose de différent de l'acuité visuelle. L'audition, c'est autre chose que simplement entendre. Hein. Et puis surtout, ça c'est un pied de nez du destin, c'est-à-dire que, parce que nous on est cliniciens, on travaille sur l'audition et la vision, et en fait le problème, il est sur les relations entre les sens, et non pas au milieu de chacun des deux sens.
Voilà, je crois que c'est quelque chose d'important. Il faut se réapproprier la perception parce que la perception, elle permet de la rééducation. Voilà, et je termine avec cette diapo. Donc vous vous souvenez, c'est stochastique, c'est pas lié, il n'y a aucune relation de corrélation avec tout ce qui est test de lecture. Eh bien, il y a un seul moyen, c'est ce que m'a dit notre statisticien, eh bien, il faut recommencer, il faut tout refaire, il faut traiter les patients, puis il faut voir à la sortie, et ceux où on est arrivé à supprimer les interférences, eh bien, on va voir s'ils lisent mieux. Voilà, donc rendez-vous dans 2, peut-être 3 ans quand même. Hein. Voilà. Merci de votre attention. Voilà, il est tard, mais je suis disponible pour des questions si vous voulez. Oui ? Alors, je ne sais pas si elle peut être utile, ça n'a pas été évalué. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, notre sentiment, c'est qu'on a voulu faire de la dyslexie une dysfonction spécifique. Vous êtes, vous n'êtes pas. Nous, en pratique, ça fait très longtemps que ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui ont des difficultés scolaires, alors il y en a qui ont d'autres origines, évidemment, hein, mais chez lesquels on retrouve tous ces signes et que le traitement aide. C'est-à-dire que la dyslexie, souvent, est fondée sur une notion de limite. Il faut bien donner une limite pour dire, voilà. Mais cette limite nous a tous intoxiqués. Il faut 24 mois de retard. Oui, ben, quand vous avez 12 mois de retard, c'est simple, vous attendez, et puis quand il aura 24 mois, on va dire qu'il est dyslexique. D'accord ? Donc, pour nous, la dyslexie n'est pas un problème spécifique. C'est une déviance, entre guillemets, d'un phénomène multisensoriel qui est naturel. Quand on vous balance une information, vous avez du mal à utiliser une autre. Eh bien, c'est ça qui ne fonctionne pas bien. Voilà. Pourquoi ? J'en sais rien, ça, il faudra... Notre but, si vous voulez, c'est de dire, voilà, maintenant, on a montré ça, ben, les chercheurs, au boulot. C'est plus notre travail, à la limite. Oui, Régine ? Est-ce qu'on peut se dire que c'est une difficulté d'intégration multisensorielle ? Est-ce qu'on peut dire que c'est une difficulté d'intégration multisensorielle ? Ou alors, évidemment, c'est un mot qui est très difficile. Attention, tu vas dire. Oui, Oui. difficulté d'attention. Difficulté attentionnelle, oui. Non, c'est un mot qui Voilà. est indéfinissable, mais je sais. Mais en fait, quand chez quelqu'un qui n'a pas de difficulté, ben, son attention lui permet de gérer tout à la fois toutes les informations sensorielles. Historiquement, on a commencé à travailler là-dessus après un cours que nous a fait Céline Cap, d'ailleurs qui est citée comme auteur, parce qu'elle va nous aider pour la rédaction. Céline Cap, c'est quelqu'un qui a travaillé sur la multisensorialité, hein, qui est à Toulouse. Et elle nous a fait un cours où elle nous a expliqué que le cortex visuel était bourré de cellules qui répondaient à l'audition et vice-versa, et qu'il y avait des connexions entre les deux. Et c'est là que, à la fin du cours, j'ai dit, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de nous expliquer. Parce que dans ce que tu nous dis là, mais il y a la racine de tout ce qu'on cherche depuis longtemps. Et c'est là qu'on a commencé à chercher. C'est-à-dire que, c'est pas pour paraphraser M. Dufault, mais le cerveau, voilà, vouloir dire ça c'est visuel, c'est auditif, c'est l'un qui fonctionne ou c'est l'autre, c'est pas comme ça que ça marche. Et il peut y avoir des conflits entre les deux. Pourquoi, je ne sais pas. Hein. Mais c'est sûr que nous, cliniciens, la curiosité, on veut savoir pourquoi. Hein. Mais on n'en a pas les possibilités, on ne sait rien du cerveau. Hein. Mais déjà, on peut dire on a un moyen, bon tu l'as vu hein, hier, hein, les gamins qui ont une perturbation, alors c'est très étonnant, hein, ça peut étonner les parents. Par exemple, il y en a, c'est en appuyant ici. C'est sur une dent, hein, c'est pas... Voilà. On change l'information trigéminée, hein, ce que l'on fait quand on fait ça. Hein, c'est pas un truc tour de magie. Hein, d'accord ? On stimule les ligaments dentaires, on introduit un leurre, et le sujet n'a plus de perturbation. C'est-à-dire, il n'est même pas comme un sujet normal, il n'en a plus. Jean-Pierre, j'ai peur. Si tu mets par exemple un son continu, Oui. est-ce qu'un flash, stimulation de la peau, ou une stimulation proprioceptive, induit des scotomotives et pseudo-scotomotives? Voilà, donc ça c'est la dernière étape, c'est-à-dire qu'il va falloir prouver que dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. Donc ça, on y pense, hein, évidemment, c'est assez compliqué à mettre en place parce que
A priori, il va falloir tester la périphérie rétinienne, et c'est pas simple de tester la périphérie rétinienne sans tester le centre. Ce qu'on peut dire aussi par rapport au son, c'est que très souvent, on a plus de perturbations. On a enregistré un son de classe, des enfants qui parlent en classe. Alors là, c'est le chaos complet, hein. Ça disparaît là, à droite, à gauche, etc. Et vous dites, vous interrogez le gamin, comment ça se passe en classe, il ne peut pas supporter le bruit. Bon, déjà, vous pouvez l'aider, vous lui mettez des bouchons, hein, pendant les contrôles. Déjà, vous changez sa vie. Avec rien, hein, d'accord. Et là, on a maintenant un enregistrement, si vous voulez, avec des sons, avec des fréquences très différentes, mais c'est pareil, c'est le chaos, hein. C'est déjà comme ça avec un seul son, mais si c'est multifréquentiel, alors c'est vraiment, ça disparaît dans tous les sens. La question c'était, est-ce que, là on a montré que les sons provoquaient des pertes visuelles, mais est-ce que la vision, les stimulations visuelles, peuvent perturber peuvent provoquer des perturbations auditives? Si on arrive à le prouver, on aura bouclé la boucle. Mais je suis déjà vieux, alors je ne suis pas sûr que... Voilà, ça remet vraiment en cause, ça remet au devant du tableau clinique la perception. Restons simples, le cerveau il se nourrit déjà d'informations, et qu'on peut modifier. Alors, travaillons là-dessus. Sortons du dogme qui dit, voilà, c'est le cerveau dans telle zone du langage qui ne fonctionne pas bien, c'est un mauvais câblage, c'est développemental, on ne peut rien y faire, c'est comme ça, on va essayer de se débrouiller avec. Voilà. Il faut sortir de ça, il faut changer la perception, et puis il faut la modifier de façon à ce qu'il n'y ait pas de conflit entre les informations. Deuxième question, très désagréable. Oui. Combien de décibels le vibrateur? Alors c'était 80 Hz et il n'y avait pas... à 2 décibels. Alors oui, hier j'ai bien vu, je t'ai vu quand on était au cabinet, j'avais le fil qui vibrait sur la table et ça faisait un peu de bruit. Je me suis dit ça, c'est sûr, il va me dire ça. Hein, tu ne l'as pas dit tout de suite, tu as attendu le lendemain. Non, on a... Voilà. Non, ça marche vraiment quand il n'y a pas du tout de vibration. Ça marche aussi lorsqu'on propose des stimulations auditives. On a certains patients à 40 Hz ou 30 Hz, c'est-à-dire qu'ils sont inaudibles. Donc ça nous laisse supposer que le phénomène n'est peut-être pas auditif, mais peut-être au niveau de ce qui se passe dans la transmission. Hein. Je vous rappelle que le tenseur du tympan est innervé par le trijumeau, comme la proprioception oculaire, comme la bouche. Hein, vous entendez un bruit très fort, hop, vous bloquez tout le système de la chaîne, c'est un réflexe tapédien, et vous fermez les yeux. D'accord ? On touche la cornée, on stimule aussi le réflexe tapédien. Donc si vous voulez, tout ça, c'est le même système. Et ce sont des systèmes très archaïques. Donc évidemment, toucher à ça, c'est pas noble, mais n'empêche que ça fonctionne comme ça. Comme ça. Nous, on engrange des données, et puis après, les chercheurs doivent chercher. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Oui, Eric. Merci beaucoup, Patrick. Quand on avait cherché, il y a une vingtaine d'années maintenant, si on pouvait s'appuyer sur les hétérophories verticales, parce qu'on avait montré qu'elles pouvaient être relatives. Donc, pour pouvoir s'appuyer dessus, on regarde si les orthophoriques étaient stables, parce que sinon on ne peut plus trop s'appuyer. Donc, quand on avait fait ça, on avait cherché à les stimuler, les zones qu'on connaissait pouvoir annuler l'hétérophorie verticale. Là, la question est, chez les dyslexiques, tu as dit, bon, ils sont quasiment tous, tout le monde le sait, ils sont tous avec une hétérophorie verticale. On va dire tous, la plupart du temps. 99%, oui. Ok, chez les normolecteurs que vous avez étudiés, au départ, vous avez regardé s'ils étaient orthophoriques ou hétérophoriques. Non, le critère, c'était la lecture. Oui, Est-ce qu'ils étaient normolecteurs ou pas? d'accord. Oui. Vous n'avez pas du tout regardé s'ils étaient au départ hétérophoriques Non. ou orthophoriques. L'inclusion se faisait à partir de la lecture. Après, la question qui venait derrière, c'était est-ce que chez les normolecteurs qui ont les images qui disparaissent, d'abord, est-ce que c'est constant? Est-ce que tous les normolecteurs ont quand même une petite disparition? La réponse est non. Est-ce que c'est plutôt ceux qui seraient ortho versus hétéro? Alors la réponse est non, et comme on avait 10 normolecteurs, je ne peux pas te répondre, on ne sait pas. Mais tous les normolecteurs n'ont pas des pseudoscotomes visuels. Il y en a qui en ont un bon paquet. Là, ce qu'on a testé, ce sont des effets groupes. Hein. C'est évidemment beaucoup plus subtil dans la réalité d'un sujet à l'autre, hein, ça c'est sûr. Oui.
Il y a encore une question, la dernière, oui. Est-ce qu'on ne parle pas de tous les normolecteurs qui sont quand même dysproprioceptifs? Voilà, on ne parle pas de tous les normolecteurs qui sont dysproprioceptifs. Oui, ben c'est un peu la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, on voit des enfants qui ont des dysproprioceptions et qui ne sont pas dyslexiques. Mais quand on gratte un peu, ils sont en classe, ils comprennent mal ce qu'ils lisent, ils lisent pas vite, etc. Enfin, voilà. Oui, il y a aussi des normolecteurs dysproprioceptifs. Il faut bien comprendre que quand vous avez un trouble proprioceptif, vous avez un panel de symptômes possibles, c'est bien ce qui égare, ce qui perturbe celui qui ne connaît pas, mais quand même, on doit toujours avoir des signes dans 3 domaines, plus 1. D'accord ? Il n'y a que là qu'on peut porter le diagnostic. D'accord ? Donc c'est quand même très rare, et les dysproprioceptifs qui n'ont pas de problème à l'école, ils en auront en général après. Hein. Quand ils sont adultes, voilà, ils lisent un bouquin, ils ne comprennent plus rien au bout d'une page. C'est hyper fréquent, les parents, on entend ça tous les jours. Nous. Moi, je n'ai pas été dyslexique, mais maintenant, je ne lis plus. Ou bien quand je lis, je ne comprends plus, il y a le moindre bruit, ça m'énerve. Voilà. Donc c'est une dysfonction, ce n'est pas une pathologie, c'est pas une tumeur, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toutes les échelles possibles entre rien et puis une dyslexie sévère avec d'énormes douleurs musculaires, etc.